Nous allons parler du suivi de la santé des seniors dans les EHPAD avec Laetitia Lamazou ou qui est cofondatrice de la société Moba Space. Bonjour Laetitia. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter votre société, Oui, ce que vous faites. oui. Donc, je suis Laetitia Lamazou, je suis gériatre et cofondatrice avec Sergio Sosa Sesma et Martin Spell de la société Mobaspace. Alors, peut-être le plus simple, c'est de vous raconter un peu chronologiquement comment on est arrivé là. Sergio, il est chef de projet au Centre national d'études spatiales, donc il est ingénieur aérospatial, et il a identifié un brevet du CNES qui est destiné à prédire la tolérance physique à l'effort des astronautes en mission. Et en fait, en segmentant le marché, il a identifié le marché de la santé des seniors comme un marché opportun. À côté de ça, Martin connaît Sergio depuis 15 ans puisque Martin est fondateur et dirigeant d'une société d'informatique qui s'avère être un sous-traitant du CNES. Donc, ils étaient amenés à travailler ensemble régulièrement. Et donc, ils sont partis sur ce projet-là. Ils étaient à un côté de la chaîne et d'un côté de la France. Moi, je suis donc gériatre. J'ai travaillé plusieurs années à l'hôpital et ensuite, j'ai eu envie de voir autre chose et j'ai travaillé en EHPAD pendant 4 ans. Et ça m'a donné l'occasion de découvrir un monde qui m'était absolument inconnu. C'est ça qui reste assez marquant, c'est qu'en fait, je m'aperçois que les médecins hospitaliers, y compris les gériatres hospitaliers, ne connaissent pas l'univers de l'EHPAD. Et je suis un peu tombée de ma chaise, donc en découvrant une organisation qui est une organisation compliquée où les soignants font un travail difficile. Et au bout de 4 ans, je notais bien que l'univers du numérique offrait des possibilités pour améliorer notre travail. Et j'ai décidé de partir pour réfléchir à ça et à la possibilité d'utilisation d'outils numériques pour faciliter le fonctionnement des EHPAD. Et c'est un ami commun voilà, qui nous a réunis, Sergio Martin d'une part et moi d'autre part. Et on a donc fondé Mobaspace, qui est une société qui développe et commercialise une boîte à outils numériques qui est destinée à faciliter le travail des soignants d'EHPAD et donc à améliorer le suivi santé des résidents. Et puis, secondairement, on prévoit de s'orienter vers le domicile. D'accord. Quand on parle de suivi de la santé des seniors en EHPAD, on parle de quoi pour qu'on comprenne bien et qu'est-ce qu'on suit au niveau de la santé actuellement? Oui, super question. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un EHPAD? Ben, ça a pas mal changé au cours allez, des 20 dernières années. Avant, on arrivait en EHPAD avec moins de maladies qu'actuellement et avec une meilleure autonomie. Et finalement, avec les années, l'EHPAD est un peu devenu la solution in extremis quand on ne sait plus comment faire parce que la personne est devenue très dépendante, polypathologique et que son entourage est un peu démuni en termes d'organisation à domicile. Le GIR, ça veut dire groupe ISO-ressources, c'est la note en quelque sorte qui évalue le degré de perte d'autonomie des personnes âgées. Et bien, le GIR, en 20 ans, il a augmenté de 30% dans les EHPAD. Donc, on voit bien que la population a changé. Les personnes sont davantage dépendantes, davantage polypathologiques, hein, 8 maladies, 8 pathologies chroniques par résident en EHPAD, dont une non stabilisée. Et donc, ce profil de la population n'est plus le même. Alors, qu'est-ce qu'un EHPAD à partir de là? Bah, c'est une bonne question et je pense que c'est la question que tout le monde se pose ces dernières années. Et 2020 n'a fait que le confirmer. Qu'est-ce qu'on veut en EHPAD? Comment ça fonctionne? Alors, plus précisément, pour vous raconter, pour ce qui est du suivi santé, on peut déjà commencer par parler des ressources humaines. Une infirmière dans un hôpital, dans un service aigu, elle prend soin de 10-12 personnes. Dans un EHPAD, c'est une infirmière pour une soixantaine de personnes. Donc, on comprend bien qu'on ne fait pas les mêmes choses, on ne peut pas prodiguer les mêmes soins avec ce ratio de ressources humaines. Les aides-soignantes, c'est à peu près le même ratio qu'à l'hôpital, mais comme on le disait, le degré de dépendance des gens n'est pas le même. Donc, à partir de là, OK, on est avec des gens polypathologiques, en perte d'autonomie, des ressources humaines pour prendre soin d'eux qui sont relativement restreintes et en tout cas qui étaient peut-être suffisantes il y a 20 ans, mais qui ne le sont plus tellement. Pour ce qui est du rôle du médecin, chaque résident, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui habitent en EHPAD, il garde son médecin généraliste. Mais souvent, quand vous arrivez en EHPAD, vous n'êtes pas dans le quartier qui était le vôtre. Parfois, vous avez même changé complètement de région pour vous rapprocher d'un de vos enfants, etc. On sait tous, les Français, que c'est pas facile de trouver un médecin généraliste à notre époque. Ça l'est
encore plus pour les personnes âgées, parce que ce sont des consultations qui sont chronophages, hein, ça prend du temps, et en plus, il faut se déplacer. Ce n'est pas tellement valorisé financièrement pour les médecins généralistes. Donc, tout ça fait que c'est des conditions de suivi qui ne sont pas évidentes, et que, de toute façon, il est prévu par la loi, par l'organisation, que chaque résident est un médecin traitant qui, comme vous et moi, à la maison, on appelle quand ça ne va pas. Mais à côté de ça, il y a ce qui s'appelle le médecin coordonnateur. Et le médecin coordonnateur, il travaille à temps partiel dans l'EHPAD, à peu près à mi-temps pour un EHPAD de 80 à 120 personnes. Et il est plutôt chargé, on va dire, de la politique sanitaire de l'établissement. Il n'est pas chargé de suivre véritablement chaque résident. Donc, il va faire la prévention des grands syndromes gériatriques, il va vérifier que le résident, au moment où il arrive dans l'EHPAD, ait un état général qui soit conforme à ce que l'établissement peut prodiguer comme soins, mais il n'est pas le médecin traitant. Donc, tout ça, ça fait beaucoup d'acteurs, des temps partiels, une articulation pas évidente. Et quand vous me dites, bah, en fait, qu'est-ce que c'est que suivre la santé d'un résident en EHPAD? C'est une très bonne question. Et je pense que c'est pas très facile d'y répondre et tout le monde se la pose. En fait, on n'a pas véritablement trouvé la réponse, d'autant que les hôpitaux de long séjour euh, ferment de plus en plus. Les hôpitaux de long séjour, qu'est-ce que c'est? C'est de l'hôpital où les gens restent hospitalisés en quelque sorte ad vitam aeternam. Ce sont des personnes âgées qui ont un niveau de polypathologie élevé et des pathologies qui décompensent fréquemment. Et en fait, bon, ça coûte cher à la société, évidemment, mais ce sont des établissements qui ont tendance à fermer et c'est une population qui n'a pas disparu. Donc, où va cette population? Il va sans dire qu'elle part en EHPAD. Enfin, les gens qui relèveraient à notre époque du long séjour, maintenant vont en EHPAD. Donc, ça montre bien qu'on a besoin de médicaliser les EHPAD et pour autant, ça doit rester des lieux de vie. Voilà, donc tout un challenge. Avec votre solution, déjà si vous voulez la présenter, qu'est-ce qu'on va mesurer ou qu'est-ce que vous mesurez sur la santé des seniors? Alors, je pourrais vous répondre de façon un peu provocante, tout est rien, parce que à moyen terme, le but, c'est d'offrir aux clients la possibilité de moduler ce qu'ils souhaitent mesurer. Donc, nous, on est une start-up jeune. On a fondé notre société au mois de mai 2020. Euh, il fallait qu'on aille vite sur le marché parce que c'est important pour une start-up de générer rapidement un petit peu de chiffre d'affaires. Alors moi, c'est des choses, je vous dis ça avec un air sûr, mais c'est des choses que j'ai découvertes cette année parce que moi, je suis vraiment quelqu'un du terrain, je suis soignante. Mais en tout cas, quand on veut parvenir à ses fins et faire aboutir son idée, bon, on est obligé de prendre connaissance du contexte économique. Et nous, on voulait que ça arrive vite sur le marché. Donc, on a choisi un premier objet connecté parce qu'en fait, notre solution, elle collecte des informations qui concernent les résidents d'EHPAD, d'une part avec des objets connectés, parce qu'il existe des objets qui sont capables de collecter un certain nombre de données. En revanche, il existe des données pour lesquelles il n'y a pas d'objet connecté, par exemple la douleur, le transit, le moral ou tout un tas d'autres choses. Donc, nous, on utilise des objets connectés, de la reconnaissance vocale, et notre système informatique va les basculer, puisque le but, c'est d'être interopérable, vers les logiciels de soins. On a choisi, pour répondre à votre question, on a choisi un premier objet connecté qui nous paraissait facilement intégrable au quotidien des soignants parce que le but, c'est d'être transparent, évidemment. C'est d'apporter un bénéfice sans perturber le quotidien ni des résidents ni des soignants. Donc, on a choisi un sous-matelas et ce sous-matelas, on le propose aux EHPAD par kit, un kit d'une dizaine de sous-matelas. Il va permettre de monitorer le sommeil. Et quand je dis le sommeil, ça va être évidemment combien de temps la personne a passé endormie au lit, réveillée au lit, combien de fois elle s'est levée, etc. Et nous développons en parallèle la partie informatique qui permet d'avertir les soignants en cas de départ du lit la nuit, départ prolongé de plusieurs minutes. Voilà. D'accord. Mais après, à moyen terme, le but, c'est que le soignant, pas le soignant, pardon, le client nous dise, ben voilà, moi, j'ai tel résident qui vient d'arriver, il est équipé de telle montre connectée. Je sais que pour les seniors, d'habitude, c'est un peu compliqué la gestion de la montre connectée, mais lui, il a ça depuis plusieurs années. C'est ça qui fonctionne bien chez lui. Est-ce que vous pouvez intégrer la montre connectée de ce monsieur au système informatique de l'EHPAD et nourrir notre logiciel de soins avec les informations qui sont collectées par cet objet connecté? D'accord. Vous avez parlé de reconnaissance vocale. Oui. Concrètement, ça sert à quoi? Alors,
l'objet connecté, on a pris l'exemple du lit, là, si on cherche un exemple concret, donc il va vous dire combien de temps la personne a dormi, il peut vous dire aussi sa fréquence cardiaque la nuit, etc. Euh, En revanche, les soignants d'EHPAD aujourd'hui, ils ont dans leur cahier des charges la mission de collecter un certain nombre de données et cette traçabilité, elle n'a pas d'autre intérêt que d'assurer la sécurité des résidents et un suivi santé de qualité. Donc chaque jour, ils doivent prodiguer un certain nombre de soins, les valider sur le logiciel de soins pour prouver que ça a été fait. Et puis, ils doivent aussi entrer des informations qui concernent la personne âgée. Alors, Madame X, dans telle chambre, on ne va pas rentrer les mêmes informations que Madame Y parce que Madame X, elle a peut-être un problème de tension artérielle en ce moment. Madame Y, pas du tout. Elle a mal au dos. Bon, les soignants, une fois de plus, hein, un aide-soignant pour 10 personnes, un infirmier pour 60. Vous passez votre journée à courir dans le couloir. Il faut aller chercher un poste informatique à un moment, et je l'ai encore vu dans un EHPAD la semaine dernière. Ah, tu peux me laisser l'ordinateur, j'ai des choses à insérer. Donc, il y a la question de la disponibilité du matériel, du temps. Avec la reconnaissance vocale, il suffit de rester dans la chambre de la personne. Elle est dans sa chambre, vous êtes dans sa salle de bain en train de faire autre chose, vous êtes dans le couloir, et en respectant bien sûr l'intimité des gens et la confidentialité, vous pouvez dicter à distance, Madame Dupont, tension artérielle 125-75, Madame X, température temps, et ça va directement dans le logiciel de soins. Donc, le but, c'est de faire gagner du temps aux soignants parce que ce sont des missions qui sont primordiales. La traçabilité, c'est primordial. Elles n'ont pas tellement le temps de le faire. Il y a des soucis de traçabilité dans les EHPAD. Ça, nous, l'étude de marché que nous avons réalisée l'a mis en évidence. Et elles ont besoin de rentrer ces infos facilement, rapidement, avec parfois également des difficultés en grammaire, des difficultés en termes d'utilisation de l'informatique. C'est pas donné à tout le monde quand on est soignant d'être à l'aise avec l'informatique. Donc là, on voulait un outil qui soit super simple d'utilisation et qui leur fasse gagner du temps pour recentrer ce temps sur des missions avec davantage de valeur ajoutée, notamment évidemment la relation humaine avec les résidents. Donc, dans ce cas-là, effectivement, la reconnaissance vocale est utilisée par les salariés de l'EHPAD. Oui. Les données, quand on dicte les données qui sont rentrées, elles rentrent dans un logiciel qui est le vôtre, en fait, ou c'est le logiciel de l'EHPAD? Non. Non, parce que il existe déjà des solutions formidables sur le marché. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser l'existant en facilitant le quotidien des gens. Donc, on ne va pas refaire des choses qui existent déjà et qui fonctionnent déjà très bien. Ça n'aurait pas de sens. Et puis, de toute façon, sur le plan concurrentiel, on serait en retard par rapport à ces entreprises-là. Donc, le but, c'est de les nourrir et évidemment, pour ça, de nourrir ces logiciels avec les infos qu'on a collectées. Pour ça, il faut être interopérable avec eux et donc, c'est des accords qu'il faut mettre au point. Donc, il y a, dans la relation avec ces éditeurs de logiciels de soins, il y a d'une part une partie technique, hein, il faut développer l'interopérabilité et puis évidemment aussi une partie contractuelle. Tout à l'heure, vous avez parlé de brevet. Vous pouvez nous décrire le sujet du brevet et concrètement, ça se traduit concrètement dans les actes, ça se traduit comment? Oui, alors comme je vous le disais rapidement, donc c'est un brevet du Centre national d'études spatiales dont on a l'exclusivité d'exploitation pour l'univers du sport et de la e-santé, de la silver santé. Il était destiné initialement à prédire la tolérance physique à l'effort des astronautes en mission. Bon, il se trouve qu'avec l'émission actuelle de Thomas Pesquet, ça fait sens. On voit ce que ça représente. C'est des efforts physiques importants. Bon, c'est pas mon domaine, donc je n'irai pas. Il faut consulter le MEDES qui sait faire ça, qui saurait expliquer ça très bien. En tout cas, nous, qu'est-ce que ça apporte à notre échelle? Eh bien, les données qui sont collectées par les IoT et par la reconnaissance vocale, eh bien, le but, c'est de pouvoir les exploiter pour prédire la survenue d'événements non désirés concernant la santé des personnes âgées. Alors après, il y a une notion qui est très importante, c'est celle d'être un dispositif médical ou pas. Pour prédire des événements de santé, il faut être dispositif médical. Alors c'est dans nos projets. Maintenant, comme nous sommes jeunes et que nous voulons arriver vite sur le marché, il fallait qu'on fasse des choses simple, avec une stratégie agile.
Et donc, pour l'instant, nous avons choisi de prédire, et nous sommes en train de développer cette partie, de prédire des événements qui concernent l'état général, la fatigue, la modification de l'état habituel, sans rentrer dans la notion de diagnostic médical. Mais ça apporte déjà aux soignants la possibilité d'être averti que la personne n'est pas comme d'habitude et qu'il faut faire quelque chose. Appelle le médecin généraliste ou l'aide-soignant avertisse l'infirmière, écoute, Madame Dupont n'est pas comme d'habitude, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? En conséquence, on appellera le médecin généraliste ou pas. Voilà. En tout cas, ça permet de s'organiser parce que nous, ce qu'on a vraiment à l'idée, et moi, je suis médecin. Je n'ai pas monté une société parce que tout d'un coup, je voulais devenir entrepreneur. C'est parce que dans mon quotidien, je rencontrais des difficultés et je ne trouvais pas de réponse à ces difficultés. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça soit simple, transparent dans le quotidien des uns et des autres, que ça ne modifie pas les infrastructures. Donc, nous, tout ce qu'on développe, on le développe en se basant sur le Wi-Fi et que ça donne des informations utiles. Hein. Ça ne sert à rien de collecter des infos pour collecter des infos. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, cette collecte, on veut qu'elle aide les soignants dans la traçabilité, je l'ai dit, et dans l'organisation de l'équipe. Parce que quand vous arrivez le matin et que, si j'ose dire, le tableau de bord clignote de partout, vous ne savez pas par où commencer parce que tout est susceptible d'être urgent. Donc, il faut pouvoir aider les soignants à prioriser leur mission et c'est d'autant plus vrai qu'ils sont en effectif réduit. D'accord. Donc, on leur adresse des alarmes, en fait, et des alertes. Votre approche, pour moi, si on va vous écouter, c'est mesurer l'état de santé actuel, présent, actuel des résidents, permettre un gain de temps et faciliter le travail des salariés, et on s'oriente après vers la prévention, en tout cas vers la prévisibilité de l'action plus tard, oui. prévention. Oui, et ça a aussi un impact, parce qu'il faut aussi être terre à terre, ça a un impact économique aussi, hein, parce que la sécurité sociale verse certaines sommes pour la prise en charge soignante des résidents, hein, puisque vous le savez mieux que moi, mais le prix d'une place d'EHPAD chaque jour, il y a ce qu'on appelle la part hébergement, à peu près 55% du prix de la place, c'est l'hôtellerie en quelque sorte. Il y a 15% qui est la part dépendance, et ça, c'est en partie payé par le conseil départemental. Et puis, il y a la part soins qui est payée par la sécurité sociale. Et donc, si vous hospitalisez un résident, la sécurité sociale paye d'un côté l'EHPAD, pour l'infirmière, l'aide-soignante, le médecin co à l'EHPAD, et puis elle paye en parallèle l'équipe hospitalière, enfin le séjour hospitalier. Donc il y a aussi toute une approche économique, et le but, c'est certes, on ne le dit même pas, c'est une évidence d'assurer le suivi santé pour avoir de la qualité de vie des résidents, parce qu'être en bonne santé, c'est aussi avoir une bonne qualité de vie, mais il y a aussi un souci économique, et prévenir, bah, ça évite d'avoir à guérir au cours d'une hospitalisation, et ce sont des économies à terme. Dans 5 ans ou 7 ans, on pourra mesurer quoi dans votre champ d'activité? Bah, j'ai envie de vous dire qu'il y a tellement de choses qui sont possibles. On peut mesurer une quantité infinie de données. Maintenant, la question, c'est une fois de plus celle de l'usage. Par exemple, la couche connectée, voilà, qui existe. Bon, bah, la question, c'est est-ce que elle est pertinente? Est-ce qu'elle sonne quand elle est saturée ou pas? Est-ce que ça perturbe est-ce que l'objet en soi perturbe la personne âgée dans son quotidien? Donc, mesurer des choses, c'est finalement facile. Enfin, je dis ça en toute humilité parce que c'est pas mon métier. Mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut comme matériel pour mesurer des choses. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui est pertinent d'être mesuré? Qu'est-ce qui va faciliter le travail de tous? Et il faut aussi pas oublier qu'il peut y avoir de la méfiance parce que on collecte des infos, mais si vous avez collecté les informations qui auraient dû vous permettre d'aboutir à un diagnostic et que vous n'avez pas poser ce diagnostic, alors quelle est la responsabilité, etc. Donc voilà, vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait de la donnée, comment on la mouline, pour parler vulgairement, à qui elle servira, c'est plus ça, je pense, le dans 5 ans, c'est plus ça, c'est d'organiser en fait l'intérêt de la donnée, savoir la trier à bon escient. Est-ce que je comprends bien, c'est effectivement ce que vous dites, je n'avais pas vu ça comme ça. Si un directeur, s'il arrive un incident sur un résident, mais le directeur n'avait pas les données pour analyser, ou l'équipe n'avait pas les données pour analyser, ça reste grave, mais en fait sa responsabilité est moins engagée que s'il avait les données
et qu'il aurait pu agir ou aurait dû agir. Par exemple, par exemple. Donc voilà, il faut savoir mesurer ça. En fait, comment est-ce que vous avez développé votre produit? En échangeant, vous m'avez dit que vous aviez échangé avec plus de 60-65 dirigeants d'EHPAD, ce qui est quand même Oui, énorme. Et ça va oui, faire plaisir à certains dirigeants comme Maryse Duval du groupe SOS Senior, oui. qui dit toujours aux structures, aux EHPAD, mais, aux startups, mais venez nous voir pour Oui. vraiment voir la vraie vie. Voilà. Donc vous avez entre guillemets, la chance, hein, vous avez votre parcours qui vous a aidé. Euh, Oui et non. Je vous réponds après. Mais... Oui et non. Alors, voilà, comment est-ce que vous avez fait pour développer votre solution et où est-ce que vous en êtes dans ce développement? Alors, comment est-ce qu'on a fait? Oui, on a commencé par interroger les gens. Effectivement, 64 directions d'EHPAD. Alors, pour l'anecdote, on a fait ça, on a débuté notre étude de marché au mois de février 2020. Donc, vous avez voilà, on a tous en tête la suite des événements pour 2020. Donc, ça a été un petit challenge de rencontrer des gens. Et je remercie ceux qui ont eu la gentillesse de prendre le temps de communiquer avec nous. On a fait des interviews par téléphone, des choses par visio, par questionnaire informatique. Enfin, voilà, on a essayé d'être assez inventif. Finalement, le fait d'être ancien médecin co d'EHPAD, ça n'a pas aidé tellement parce que je pense qu'il y a quand même une méfiance, que je comprends, que j'avais quand j'étais de l'autre côté de la barrière, mais une méfiance des gens dans l'univers de l'EHPAD parce qu'ils sont tellement sollicités, on les comprend très bien, ils ne peuvent pas répondre à tout le monde, ils se demandent sur quelle personne ils tombent. Moi, j'ai vraiment le souvenir, j'ai rencontré quelqu'un au mois de juin ou juillet, je ne sais plus, en province et je me suis demandé si elle se disait pas, mais en fait, elle n'est pas ancien médecin co, elle est journaliste et je vais finir à la une d'une émission. Donc voilà, il y avait quand même un petit Ah peu oui, de... ah oui, bien sûr, bien Voilà, sûr. donc merci à ceux qui nous ont fait confiance et qui ont répondu à nos questions et qui ont donc aidé à préciser nos hypothèses, à affiner notre réflexion. Et à partir de là, on a commencé par, OK, on est une boîte à outils. Par définition, dans une boîte à outils, il y a plusieurs outils. Mais pour arriver sur le marché, lequel on choisit pour être pas trop cher, apporter une vraie plus-value. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la veille. De la veille, on a regardé tout ce qui existait comme objet connecté, ce qu'ils apportaient, combien ils coûtaient, comment ils se rechargent, le temps de recharge, est-ce qu'il y a de la désirabilité, est-ce que c'est des objets qui pourraient être volés, est-ce qu'ils sont faciles d'utilisation, est-ce qu'ils sont portables, portatifs, parce que c'est quelque chose qui gêne souvent les personnes âgées, comment est-ce qu'ils se rechargent, est-ce qu'ils sont fragiles, bon voilà, tout ça. Et en fait, on a scoré ces différents objets. Et moi, ceux peut-être que j'aurais pris de prime abord en tant que soignant sur le terrain, ce n'est pas forcément ceux qu'on a choisis en premier parce qu'il fallait mouliner toutes ces informations pour sortir le produit le plus pertinent. Et une fois qu'il était choisi, on a discuté avec son fabricant. On a vérifié que en termes de récupération des données informatiques, il y avait des passerelles qui étaient possibles, qu'on respectait évidemment toutes les notions de RGPD, de sécurité informatique. Et là, ce sont les ingénieurs qui se sont attelés à la tâche de rendre le système adaptable en fait à notre boîte à outils informatique. Donc voilà, on a commencé, c'était notre première brique. Et secondairement, une fois que ça s'était fait, on l'a commercialisé. On a eu des premiers retours favorables et je remercie nos clients early adopters, en l'occurrence les indépendants, qui sont des EHPAD indépendants de région toulousaine et qui nous ont fait confiance alors qu'on était une toute jeune entreprise et qui sont partis dans cette aventure à vouloir tester avec nous cette première brique développée. Et puis voilà, une fois que ça, on l'avait commercialisé, on s'est dit, bon, on peut attaquer la seconde brique qui est la reconnaissance vocale. Et une fois de plus, en fait, nous, on se base sur l'existant. Donc, il y a une société qui a développé toute une méthode de reconnaissance vocale sur laquelle nous nous sommes appuyés. Donc, évidemment, là aussi, on discute avec eux, on voit ce qu'on peut faire ensemble et on l'a adapté à l'univers. En fait, on l'a entraîné. Voilà. On l'a entraîné au langage des soignants d'EHPAD, on l'a entraîné à reconnaître les transmissions de soins gériatriques les plus fréquentes. On l'a entraîné à apprendre tous les chiffres, parce qu'il faut savoir dicter les chiffres des chambres, de la tension artérielle, etc. Et donc, il sait reconnaître quand on dicte au système. On peut vérifier sur l'écran. Pour l'instant, on fonctionne comme ça, mais c'est pareil, il y aura une prochaine étape. En fait, vous dictez la donnée.
vous vérifiez sur votre tablette ou sur votre smartphone que la dictée reflète ce que vous avez dit. Et là, vous validez, ça part dans le logiciel de soins à distance. Avec le recul, quels sont les quelques conseils sans te dévoiler que vous donneriez pour commercialiser ou vous proposer un produit, un service à un dirigeant d'EHPAD? C'est vraiment une bonne question parce que nous, on tâtonne encore. On a rencontré pas mal de gens. Il y a des choses qui sont fructueuses, il y en a qui mettent plus de temps. Les grands groupes d'EHPAD, forcément, ils n'ont pas la même cinétique qu'une start-up. Nous, on a besoin d'avoir des réponses rapides et ça prend un peu plus de temps, mais voilà, il faut commencer par le début. Donc, ce sont des relations qui se travaillent. Avec les indépendants, c'est plus rapide, évidemment. La décision est plus rapide, mais il faut quand même réussir à les convaincre, puisqu'on est, quand on est une petite entreprise, on n'a pas la solidité d'une multinationale. Donc, il y a la question de confiance. Est-ce qu'on sera là dans 6 mois? Est-ce qu'on pourra assurer le suivi de notre produit? Parce que c'est super important. Nous, on travaille aussi beaucoup sur la relation client et le service après-vente. Hein, finalement, on veut que notre système puisse être suivi. Donc, les équipes d'EHPAD ont la possibilité de joindre Mobaspace 7 jours sur 7. Et donc, dans les conseils que je donnerais, bon, persévérer, mais là, bon, j'enfonce une porte ouverte. Ne pas, en fait, il ne faut pas choisir tout de suite. C'est séduisant d'aller choisir tout de suite un grand groupe d'EHPAD, mais en fait, il faut d'abord avoir un peu fait ses preuves, avoir éprouvé son système, être sûr de soi avant d'aller voir un grand groupe. Et puis après, évidemment que les relations dans le milieu professionnel, ça aide aussi un petit peu parce que c'est gage d'un certain sérieux. Autre point, quand on a préparé, que vous m'avez dit, que je trouve très intéressant, c'est que les premiers EHPAD qui ont pris votre solution l'ont fait sur leur budget, sur leur fonds, et pas sur un appel à projet, Absolument. sur des fonds européens. Absolument. Et ça, Absolument. c'est quand même Oui. très différenciant dans la silver economy, dans les EHPAD. Il y a pas Oui. mal de solutions qui ont été mises en test, en pilote, etc., payées par les fonds européens. Quand les fonds, il n'y a plus Oui. de tarifs, la solution est arrêtée. Absolument. Alors, Vous, c'est différent. Ouais, c'est plus sur la durée, bien sûr. Alors, nous, chez Mobaspace, ça a été notre choix très rapidement de se dire que le meilleur jury, au-delà de tous les concours, de tous les appels à projets, le meilleur jury, c'était le client. Et que c'était sa sanction qui comptait pour que notre entreprise soit pérenne. Donc, à partir de là, c'était important d'aller rapidement voir des clients. Et en revanche, les appels à projets, les expérimentations, etc., ce sont des fonds publics et on ne voulait pas que notre entreprise vive de ces fonds et qu'au bout de 3 ans, on se dise, bah, en fait, on va fermer la boutique parce que les clients ne sont pas au rendez-vous ou alors ils le sont parce que c'était des fonds publics qui les aidaient à payer le système. Donc, oui, on a choisi vraiment la relation avec le client d'abord. En revanche, les appels à candidature, les concours, c'est une super opportunité pour rencontrer des gens, pour se faire connaître, pour avoir du réseau et ça a de l'importance, mais je pense que ce n'est pas un bon modèle économique en soi. Autre dernier point que je voulais aborder, qui est important pour moi à mes yeux, c'est que vous êtes en partenariat avec AG2R, et Absolument. donc quelque part avec Romain Gano. On dit Oui, bonjour à Romain. on le Écoute, salue, absolument. Et Anthony Daragy de Toulouse, et Eric Sanchez et Louis-Médéric Lejour voilà. Donc, sachant en fait la sélection que maintenant fait Romain et ses équipes des projets, le fait que vous soyez partenaire d'AG2R, ça veut quand même dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites avec AG2R? Quelles sont les pistes si ce n'est pas confidentiel? Alors, on a eu la chance voilà, de leur présenter notre projet, d'être choisi pour devenir leur partenaire. Et on mesure que c'est une chance parce que c'est AG2R La Mondiale, dans le milieu de la silver economy, être leur partenaire, je pense que ça a une vraie valeur. Bah, c'est une caution, hein. Oui, exactement, c'est une caution. Donc ça, c'est vraiment chouette. Dès le départ, on leur a demandé, là aussi, c'était notre volonté, et puis je pense que ça fait partie aussi de leurs attentes, qui est une vraie relation de confiance et de partenariat. Donc nous, on leur présente chaque étape de développement qu'on a évoquée.
on la leur présente et puis on peut discuter ensemble. Alors, ce qui est drôle, c'est que les ingénieurs, j'ai découvert que les ingénieurs étaient beaucoup plus rigoureux que les médecins. Et en fait, ils ont vraiment une stratégie pour avancer, pour développer le produit, où c'est un peu à l'inverse de la stratégie Lean, dont on parle beaucoup dans le milieu de la startup. Voilà. Donc, en fait, on a fait un espèce de mix des deux, parce que pour être pérenne sur le plan économique, il faut être souple, s'adapter, parfois pivoter un peu. Donc, voilà, tout ça, stratégie Lean. Et à côté de ça, la méthodo d'ingénierie, c'est une très grande rigueur où on pense à l'avance toutes les étapes, on met des critères, des ratios, les risques, etc. Et donc, nous, on a essayé de faire un mix de tout ça. Mais n'empêche qu'on avait prévu toutes ces étapes et on les présente au fur et à mesure à G2R La Mondiale pour qu'ils sachent, parce qu'ils nous ont fait confiance, donc il faut qu'on puisse être à la hauteur de leur confiance. Et puis parce que un partenaire comme ça, c'est une chance de pouvoir bénéficier de ses conseils et de son regard critique quand c'est nécessaire. Donc voilà, on se rencontre régulièrement par visio pour l'instant. Mais, Super. Une conclusion pour l'émission? une conclusion, je dirais pas de soins sans soignant. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se bouger dans l'univers de l'EHPAD. On est quand même à un moment critique et que c'est notre volonté chez Mobaspace, c'est alors ça ne fait pas tout, hein, le digital ne fait pas tout, loin de là, mais en tout cas de mettre à la disposition des EHPAD des outils pertinents pour qu'il y ait une vraie valeur d'usage et pour rendre du temps aux uns et aux autres et être économiquement pertinent. Mais voilà, pas de soins sans soignants, c'est la conclusion. Une belle conclusion. Super Laetitia Lamazou. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de MobiSpace. Merci beaucoup. Bon bah, merci.